Bonjour, je me retrouve au local de la CGT. Je vais te demander de te présenter. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Véronique Barre, je suis secrétaire générale de la CGT de l'hôpital Antoine Béclair et voilà, depuis permanente syndicale depuis 4 ans maintenant et syndiquée depuis 39 ans. Vous faisiez quoi? Tu faisais quoi avant, avant d'être à la CGT? Alors ma formation initiale c'est infirmière, puis j'ai été à l'école des cadres, puis j'ai passé le concours 4 Sup, j'ai travaillé dans plusieurs services de soins bien sûr, et puis j'ai travaillé comme référente handicap et conseillère en prévention des risques professionnels pendant 16 ans au niveau de la DRH. Donc maintenant, je suis toujours au niveau de la DRH puisque les organisations syndicales font partie des ressources humaines. Et voilà, mais ça change un petit peu. Voilà. D'où est venue cette idée de devenir responsable syndical? Alors, plusieurs concours de circonstances. Notre ancien secrétaire général est parti en retraite et j'avais l'idée depuis assez longtemps de reprendre le flambeau. Et comme j'arrive en fin de carrière aussi, donc c'était le moment idéal pour reprendre ce flambeau. Pourquoi la CGT et pas un autre syndicat? Parce qu'il n'y a que la CGT qui a les valeurs qui correspondent à mes valeurs, donc de défendre davantage les agents, œuvrer pour améliorer leurs conditions de travail, ce qui est la suite logique en fait de mon ancien poste, où en tant que chargé des conditions de travail, ce qui s'appelait comme ça à l'origine, j'essayais d'améliorer déjà au quotidien, mais bon, maintenant avec d'autres missions à travers le CHSCT, central, local. Je suis aussi secrétaire du CTE local, donc ça donne quand même une capacité d'action plus importante. Qu'est-ce qui te différencie ce syndicat par rapport aux autres syndicats? Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce que c'est pourquoi? Oui, le plus c'est que c'est un syndicat de lutte, c'est un syndicat qui essaie de négocier d'abord et quand il n'y arrive pas, il signe pas, contrairement à d'autres syndicats qui signent d'abord et puis qui négocient après, qui accompagnent. On n'est pas un syndicat d'accompagnement, on a un syndicat de lutte pour améliorer le salaire, les conditions de travail des agents, voilà. La CGT existe depuis quand ici, à Antoine Béclair? Depuis sa création, donc c'est-à-dire 1971. Il y a beaucoup de membres? Il y a eu beaucoup de membres. Je me rappelle. Pourquoi il y a eu beaucoup? Parce que à l'époque c'était naturel d'être syndiqué, et puis les temps ont changé. Les gens sont de moins en moins politisés, ne connaissent pas leurs droits, ne cherchent pas à les connaître, et c'est toute la difficulté justement de faire avancer les choses. C'est que quand on n'est pas, quand les collectifs ne sont pas suffisamment nombreux, les directions ont devant elles des gens isolés et font ce qu'ils veulent. Ils sont créatifs? Ah oui, ah oui, oui. Par rapport à quoi? Ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, parce qu'on a qu'un contractuel soit et des craintes sur une stagiairisation, une titularisation, ça je peux éventuellement comprendre. Qu'un titulaire ait des craintes qu'on sache qu'il est syndiqué, alors déjà c'est signe qu'ils connaissent pas leurs droits et qu'il y a un travail à faire important d'éducation, de pédagogie. Je leur donne toujours mon exemple personnel. J'étais syndiquée étant infirmière, j'ai été membre du CHSCT sous l'étiquette de la CGT, ça m'a pas empêché d'être cadre, ça m'a pas empêché d'être 4 Sup, enfin donc je n'arrive pas à comprendre, sauf à dire que c'est des peurs irraisonnées par manque de connaissances. Et le fait de venir au syndicat, il y a des gens qui ont peur aussi de se syndiquer. Ils arrivent à se syndiquer à partir du moment qu'il y a un réel problème. Quels sont les problèmes qui poussent les gens, les collègues et les travailleurs de venir au syndicat? C'est
plus tellement comme avant normal d'être syndiqués, donc ils viennent parce qu'ils ont des problèmes personnels, généralement, problèmes personnels dans leur service, généralement des conflits avec des collègues, des conflits, ou des tensions avec l'encadrement, des problèmes de planning, alors le grand sujet, mais pas vraiment par conviction. Il y en a beaucoup qui se syndiquent pour prendre une sorte d'assurance. Certains des jeunes n'aiment pas se syndiquer par pression par rapport à leurs supérieurs. Ce qui est complètement stupide, parce que les supérieurs n'ont pas à savoir que les agents sont syndiqués, et ni même l'appartenance syndicale. Donc, et on diffuse pas à tout le monde le nom de nos syndiqués, bien évidemment. Voilà. Il y a plusieurs organisations. Il y a la CHSCT, il y a le CE. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, pour le moment, il y a encore du CHSCT. Ça va bientôt être groupé avec les CTE, ça va s'appeler le CSE. On va perdre déjà beaucoup de représentants, puisqu'aujourd'hui les CHSCT sont locaux, avec un nombre de représentants en fonction de la taille de l'établissement. Et un CTE de groupe hospitalier. Donc au CHSCT, on a 9 membres. Et au CTE, on a 15 membres. Tout ça devrait être réduit à 15 en tout et pour tout. Toute organisation syndicale confondue. Donc on va perdre beaucoup. Tous les syndicats vont perdre des représentants. Et vont perdre du temps syndical pour pouvoir travailler les dossiers, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est le but, parce que le CHSCT, c'est pas si vieux sa création. Ça a quand même beaucoup de pouvoir. On veut diminuer le pouvoir du CHSCT, tout simplement. Il y a des agents et des soignants qui disent que le syndicat, ça bouge pas assez. Alors, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Alors ça m'énerve un petit peu quand j'entends ça, parce que on dit les syndicats, qu'est-ce qu'ils font les syndicats? Donc ça c'est assez fabuleux, parce que les syndicats, on a l'impression que c'est une entité divine, alors que ce ne sont que des représentants des agents. Donc c'est pas une chose abstraite comme ça. Donc si les syndicats font rien, c'est que les agents, eux, ne font rien. Parce que les syndicats, nous, on existe. Donc il n'y a qu'à se grouper, venir, on les organise et puis on fait des actions pour accéder à leurs revendications. Mais c'est pas quelque chose de flou comme ça. Les syndicats, c'est les gens. Véronique, est-ce que tu peux, parce que souvent on parle d'augmentation, est-ce qu'il y a eu, quelles sont les avancées par rapport à l'augmentation? On parle de primes de 300 €, et est-ce que tu peux nous parler également des primes semestrielles? Comment ça se passe exactement? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Je sais pas, tu veux parler des augmentations liées au Ségur, là? Le Ségur, hein. Alors, les augmentations liées au Ségur, on a obtenu 183 € pour tout le monde, pour l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Ça ne couvre évidemment pas le gel du point d'indice depuis 10 ans. C'est vraiment trop peu. Enfin, ça nous a un tout petit peu augmenté par rapport aux pays de l'OCDE, mais on doit être encore 20e sur 27. On a des soignants qui sont sous-payés. Non, le Ségur a pas changé fondamentalement les choses. Et bon, alors 183 €, effectivement, quand même, pour des agents de catégorie C. Pour certains, ça représente quand même beaucoup. Ça représente près de 10% d'augmentation de salaire. Pour autant, ces mêmes agents qui ont eu une augmentation substantielle, 10% c'est pas neutre, ont le désir de quitter leur métier et les établissements de la fonction publique. Parce que le salaire, c'est important, mais ça fait pas tout. Et si on regarde le salaire par rapport aux conditions de travail, en fait, c'est les conditions de travail qui les font fuir de l'hôpital. Les plannings où on coupe
les repos systématiquement, passer du matin et d'après-midi, avoir tous les jours le nez sur le planning pour savoir à quelle heure on commence, savoir à quelle heure on finit, c'est juste pas possible, c'est absolument invivable. Donc cette petite augmentation, bon, pour les plus grosses catégories, ça représente pas grand-chose, mais même pour les petites, ça les fait pas rester à l'hôpital. Et la CGT ne l'a pas signé parce que c'est vraiment ridicule, 183 €. On a constaté par rapport à deux petits mots sur la pandémie. Oui, vous voulez. J'avais pas compris parce que tu m'as posé la question sur la prime semestrielle. Alors la prime semestrielle, c'est pas un 13e mois, c'est inférieur elle nous est versée donc par moitié et tous les semestres, et c'est une prime en fait de présentéisme. Le jour où on est malade, on perd de l'argent sur cette prime. C'est pas une prime fixe. Donc on n'a pas de 13e mois, clairement. Donc nous, on demande aussi à avoir un 13e mois fixe. Parce que, particulièrement, en plus pour les aides-soignantes, qui sont les catégories les plus souvent arrêtées malades parce qu'il y a un travail physique important, sont les plus souvent arrêtées. Donc ce sont elles qui perdent le plus de primes semestrielles et qui sont reversées à ceux qui s'arrêtent le moins, en fait, donc les catégories A. Donc voilà, c'est vraiment pas un 13e mois et c'est vraiment ce qu'on revendique. Voilà, on parle aussi de la surprime. Cette surprime, c'est au volontariat, c'est comment ils gèrent, par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à... Alors, comment c'est basé? On va avoir la réponse bientôt. On est en train de faire un travail sur le groupe hospitalier sur les surprimes. Les surprimes, c'est justement cette part des 1/70e par jour d'arrêt maladie qui va être reversée à ceux qui n'ont pas été malades. Donc, et cette part de surprime, donc on travaille avec les autres organisations syndicales, on négocie avec la DRH. La DRH souhaiterait que cette part qui reste en surplus, redonnée à ceux qui n'ont pas été malades, soit versée sur la manière de servir. Sauf que la manière de servir, c'est tellement subjectif. La manière de servir, ça va plutôt être surtout comment on s'entend avec son cadre, comment on a été docile, et nous on voudrait des critères plus objectifs. Donc on va essayer de définir des critères objectifs qui seraient davantage du présentéisme, et puis une petite partie de manière de servir, parce que c'est trop subjectif pour être 100% manière de servir. Tu penses que la pandémie a été bien gérée depuis 2020? À quel niveau? Au niveau des conditions de travail, parce qu'on parle des gens qui démissionnent, des infirmiers, des aides-soignants, qui partent, qui changent de métier. Alors, il y a plusieurs aspects dans la pandémie. Il y a eu, et puis c'était sur la durée. Donc, en début de pandémie, on a terriblement manqué de matériel, de protection. Donc, on a eu beaucoup d'agents malades, d'agents inquiets de ne pas pouvoir se protéger. J'en ai vu certains avec des sacs poubelles sur le dos parce qu'on n'avait même plus suffisamment de tabliers plastiques. On a manqué de masques FFP2. Enfin bon, ça c'était le début de la pandémie. Côté personnel, on doit dire qu'en première vague, on a eu beaucoup d'aide. Parce que les facs étaient fermées, donc on a récupéré les étudiants infirmiers, on a récupéré des internes, des externes, on a eu physiquement beaucoup d'aide. On a eu des dons de beaucoup de boîtes de chocolat, de côté restauration. Bon. Et puis ça s'est vite tari. En fin de première vague, on est revenu à un niveau d'activité un peu plus normal. Et puis deuxième et troisième vague, franchement, pour les agents qui n'ont pas cessé de travailler au niveau de patients atteints de Covid, ont été épuisés, et physiquement et moralement. Faire que du patient Covid, monopathologie avec beaucoup de décès, ça a quand même marqué les gens. Les conditions de travail en deuxième et troisième vague, on n'a plus eu d'aide
les facs n'ont pas été fermés, on n'a pas récupéré ou très très peu de personnel paramédical et on a manqué de bras et on a eu recours à des heures supplémentaires et là c'est le cercle vicieux. Les gens sont déjà fatigués, ils se surfatiguent en faisant des heures supplémentaires. Certes, elles ont été défiscalisées, donc il faut choisir entre ou se faire de l'argent ou se fatiguer et être en son tour dans un état pas très vaillant. Donc voilà, c'est la gestion. On a géré la pénurie, surtout en deuxième et troisième vague, pénurie de personnel, qui est encore aujourd'hui, parce que là on avait gelé toutes les mutations extérieures, tous les gens qui voulaient partir, que ce soit pour un autre établissement ou que ce soit pour changer de métier, on les a retenus. Et là, à partir du 1er juin, on a l'autorisation de réorganiser les mutations. Je pense que ça va être une envolée de moineaux et qu'on va vraiment manquer à nouveau. On va avoir des postes vacants de manière très importante. Quels sont les problèmes qu'on retrouve dans cet hôpital ? Les problèmes qu'on rencontre dans tous les hôpitaux, je crois, c'est-à-dire le manque de personnel, alors lié à deux choses, lié à des effectifs, même quand ils sont pleins, très inférieurs insuffisants au regard de la charge de travail, et puis des postes vacants en nombre important. Donc on a les deux aspects. Même si tous les postes sont pourvus, on a clairement, à mon avis, en regard de la charge de travail, pas suffisamment de personnel. J'aimerais revenir sur les 12 heures, parce que maintenant, j'ai l'impression que dans les services, on commence à parler des 12 heures. Est-ce que les 12 heures sont obligatoires ? Ah non. Les 12 heures, ce sont des horaires de travail interdits. Donc le seul moyen de les obtenir, c'est d'avoir une dérogation des instances. Alors, on a effectivement beaucoup de jeunes agents qui voudraient travailler en 12 heures. Parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants, ou elles ont des enfants en âge de la crèche, et la crèche couvre toute la tranche horaire des 12 heures, pour les agents de jour en tout cas. Mais dès leurs enfants sont en âge scolaire, c'est pas compatible avec une vie de famille. Et puis toutes les études de médecine du travail montrent que le 12 heures fatigue terriblement, donne ou accroît des pathologies préexistantes. Il y en a qui disent qu'on travaille moins, on voit moins l'hôpital, donc ça les arrange. Vous en pensez quoi? Tu en penses quoi? Ah oui, ça, ils voient moins l'hôpital, mais c'est tout ce qu'ils voient. C'est-à-dire que au bout de 3 jours de travail en 12 heures, particulièrement pour les aides-soignantes qui ont un travail physique, c'est-à-dire que le travail quand on est en 2 équipes matin-après-midi, on a les aides-soignantes du matin qui font les petits déjeuners, les toilettes, les mises au fauteuil, le repas de midi, et puis l'équipe d'après-midi qui font les couchers, qui refont les toilettes. Bon, là, c'est la même équipe qui fait tout. Donc la charge physique de travail, elle est doublée dans une journée de travail. Donc le premier repos, quand les gens sont honnêtes, ils vous disent qu'ils sont tellement mal qu'ils le passent au lit. Donc je vois pas où est l'intérêt. Maintenant, effectivement, les conditions de travail sont telles, et les conditions de planning, parce que quand on est en 12 heures, on n'a plus à regarder si on est du matin, si on est d'après-midi, on sait c'est 7h, 19h la majorité des cas, et voilà. Mais ça fait des semaines, dans un roulement normal, des semaines à 60 heures de travail. Sur la grande semaine, ça fait 60 heures de travail. Et ça use terriblement les agents. Et on aboutit à des maladies professionnelles, des accidents de travail, et souvent à des reconversions professionnelles. Dans mon ancien poste, j'ai fait beaucoup de reconversions professionnelles d'aides-soignantes cassées à cause de cette charge physique importante qu'on a dû changer de métier. C'est une vraie reconversion professionnelle. Donc les 12 heures, c'est pas par idéologie que je n'y suis pas favorable, c'est parce que ça casse vraiment physiquement les agents. Et je vais rajouter sur les 12 heures que
le nombre d'heures hebdomadaires qu'on doit à son administration, il est le même qu'on soit en 12 heures ou en 7h36. On est en 35 heures pour l'équipe de jour et 32h30 pour l'équipe de nuit. Ça ne change absolument pas. C'est l'organisation du temps de travail qui change, mais qui change de manière telle que, je crois que les agents, s'ils pouvaient travailler 24 heures d'affilée, ils le feraient, parce que tellement ils n'ont plus envie de venir à l'hôpital. Mais c'est tout ce qu'ils voient. T'es optimiste? T'es quelqu'un d'optimiste? Ah oui, en général, oui. Oui, mais je dois dire... Quand on écoute toutes les difficultés qu'on rencontre dans l'hôpital, est-ce qu'on reste quand même optimiste par rapport à tout ça? Est-ce que ça va... On se dit, ça va s'arranger? Globalement, je ne sais pas. Ce qu'on arrive à faire, c'est améliorer des petites choses dans certains services, grâce au CHSCT notamment, grâce simplement bêtement des fois à faire comprendre des choses assez évidentes, de bon sens, qui n'auraient pas été expliquées, mal comprises. On dialogue quand même beaucoup avec notre direction. Je parle localement, hein, on a quand même la chance d'avoir une direction assez à l'écoute, avec qui on peut dialoguer. On n'est pas toujours d'accord, encore heureux, parce que sinon nos directeurs seraient à la CGT, je pense. Mais mais globalement, je suis pas très optimiste dans la mesure où les personnels, depuis des années, nos directions, je parle de manière générale et globale, se sont évertuées à casser les collectifs de travail. Parce qu'un collectif de travail, frontalement, il est puissant par rapport à une direction. Donc ils se sont évertués à les casser. Et ils ont réussi. Les gens ne se parlent plus, les gens ne s'entraident plus, parce qu'ils se connaissent pas, parce qu'ils travaillent pas ensemble. Ils travaillent de manière hachée, ils se croisent. Un coup t'es du matin, un coup t'es d'après-midi, un coup t'es dans le service à droite, à gauche. Donc il n'y a plus de collectif de travail. Donc, et c'est ça le nœud du problème, en fait. Tu penses que les agents sont bien managés? Oh là, ça veut dire quoi, ça, bien managé? par les cadres, par la direction. Tu veux dire bien traité ou bien managé? Bien traité. Ah, bien traité, assez peu souvent bien traité. Non, mais alors, je vais quand même défendre les cadres, parce que je suis cadre, donc voilà, je peux me permettre de donner un avis assez impartial. Il y a des cadres bienveillants qui ont de plus en plus de mal à travailler, parce qu'ils doivent gérer la pénurie, et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ce qui aboutit des fois à, même contre leur volonté, à une forme de maltraitance. Après, comme dans tous les métiers, il y a des vrais pervers qui abusent de leur pouvoir. Bon, je ne vais pas dire que... alors, il y en a. Hein. Et puis celles qui sont, j'ai envie de dire, bienveillantes, mais qui sont, de fait, agissent de manière un peu dure avec leurs agents, elles ont envie de changer de métier aussi, celles-là. Parce que ça ne fait pas partie de leur éthique, et elles ont du mal. Elles sont très isolées. Quand même, pour remettre les choses à leur place, l'encadrement a perdu 3/4 de ses effectifs en 15 ans. Vous avez déjà rencontré des agents, des soignants qui sont... qui parlent de harcèlement, qui sont maltraités justement, et qui sont au bout du rouleau, comme on dit? Ouais, alors le harcèlement, on parle beaucoup de harcèlement, mais moral bien sûr, mais demander à quelqu'un de faire son travail, c'est pas du harcèlement. Il y en a pour qui c'est vécu comme ça. C'est juste, bon, t'as un salaire, t'es payé pour faire un travail, tu le fais. Il y en a qui viennent se plaindre, on remet un petit peu les pendules à l'heure. Maintenant, il y a des gens qui sont réellement harcelés, et quand il y a un vrai harcèlement, c'est très difficile à prouver, parce que le harceleur, généralement, il est intelligent, il fait pas ça en public, il fait ça avec pas de preuve écrite. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Voilà. Nous allons dire 2 petits mots sur le personnel d'outre-mer. Vous en pensez quoi? J'en pense quoi?
Je vais te quelques questions après. Sur le personnel d'outre-mer qui travaille à la paix. On dit qu'il y a de moins en moins d'embauches de personnes originaires des Outre-mer. Oui, je pense que ça a été vrai, qu'il y a eu une vraie discrimination. Je m'explique. Parce que à l'embauche, on demandait au personnel d'outre-mer s'il prenait des congés bonifiés. Et comme les congés bonifiés ne sont pas remplacés à la hauteur de la durée du congé, ça coince. Mais j'ai envie de dire un peu pareil avec les travailleurs handicapés. Hein. Je peux y revenir après. Donc, discrimination à l'embauche, oui, on n'a pas envie, quand on est cadre, de se créer d'emblée un trou dans les plannings. Maintenant, c'était quand même une vraie avancée, ce congé bonifié, pour ces agents qui ont de la famille en Outre-mer et qui peuvent s'y rendre avec une prime de vie chère, etc. Ce qui est plus vrai maintenant, puisque il y a eu une réforme du congé bonifié, enfin si on peut appeler ça comme ça, voire ça a été carrément supprimé. Donc la prime de vie chère, un petit bout d'avion, et puis il n'y a plus qu'un mois, quoi. Alors, du coup, comme ça rééquilibre en termes de durée d'absence, est-ce qu'il y aura encore cette discrimination à l'embauche ? C'est moins sûr, mais là je m'avance peut-être un peu. Mais dans les textes, on dit qu'un congé bonifié est remplacé par quelqu'un d'autre, par exemple un aide-soignant ou par un agent en congé... C'est pas respecté. Hein. Non, pas vraiment. Parce que l'agent en congé bonifié part 2 mois. Et on ne remplaçait qu'un mois sur les 2. Mais il y a toujours un mois entier à remplacer. Alors qu'on manque tellement de personnel aujourd'hui que dans tous les services là en ce moment, les agents ne partent, qui ne sont pas dom-tom, hein, les agents ne partent que 21 jours. On arrive à leur assurer que 21 jours hors tout. Donc là, fallait quand même, d'accord, il y avait un remplacement d'1 mois, mais il fallait remplacer quand même un autre mois qui n'était pas compensé par l'administration. Donc c'est compliqué les plannings avec et c'est pas je ne pense pas que ça soit de la discrimination liée à la couleur de peau ou vraiment qui est aucun côté raciste. Je pense que c'était lié simplement à cette absence liée au congé bonifié tous les 3 ans. On a droit à combien de congés dans l'année, combien de JS, parce qu'il y a des gens qui posent beaucoup, qui savent pas comment ça fonctionne, combien dans l'année, qu'on a combien de JS, qu'on a combien de CA, etc. On a 25... On est là pour expliquer tout cela à nos amis, aux camarades. Alors, dans l'année, si on travaille une année complète, on a 25 congés annuels. Les JS, ce sont les jours fériés. Quand on est dans un service de soins et qu'on doit travailler les week-ends et les jours fériés, on les récupère. Et c'est le nombre de fériés qu'il y a dans une année, c'est 11 fériés dans une année. Après, en fonction des roulements, on peut avoir, si ceux qui font plus de 19 dimanches et jours fériés dans l'année ont droit à 2 jours en plus. Si on fractionne, enfin, après, j'ai envie de dire, pour le personnel de la paix, vous allez sur intranet, le petit E qui s'affiche en bas de l'écran, et vous tapez présence au travail et vous avez tous les renseignements. Et sinon, vous pouvez aussi venir nous voir. Il faut que les soignants cherchent à savoir ce qui se passe, aller sur intranet, récupérer les informations. Tu penses que les gens ils ne s'intéressent pas beaucoup et puis ils sont un petit peu perdus dans leurs droits? Je crois que les agents ne connaissent pas du tout leurs droits, ce qui fait que l'encadrement... parfois pour essayer d'avoir un maximum de gens sur les plannings, et pas forcément par malveillance non plus, leur donne pas tous leurs droits. J'ai vu des cadres qui se débrouillaient pour que les gens n'aient pas leur jour hors période. Hein, c'est-à-dire en fonction de comment on pose ces congés annuels, on peut obtenir 2 jours hors période. En fonction aussi de comment on les pose, on a 1 jour en plus de fractionnement et qui se débrouillent pour que les gens ne les obtiennent pas. Et comme les agents ne savent pas, ah bah c'est ma cadre qui m'a mis les CA à cet endroit-là, oui mais elle t'a fait perdre 3 jours. Est-ce qu'elle a le droit? Bah oui, bien sûr elle a le droit.
Mais l'agent aussi, il a le droit de connaître ses droits et de dire, bah oui, mais si là vous m'aviez mis DCA au lieu de RT, j'aurais bénéficié d'un hors période. Donc oui, les gens ne connaissent pas leurs droits. Et ils en ont. Alors, ils connaissent pas leurs droits, mais je crois qu'ils connaissent pas non plus toujours leurs devoirs. Mais avant, on distribuait un petit dépliant quand on entre à la paix. J'ai l'impression que ça n'existe plus. Ah non, il n'y a plus de petits dépliants, il n'y a même plus de journée d'intégration où justement on apprenait aux agents qu'il y avait une assistante sociale du personnel, qui a un référent handicap, qui a des organisations syndicales avec des instances qui les représentent et qu'en cas de difficulté, ils peuvent venir nous voir pour justement essayer d'améliorer les choses. Mais on n'a plus ce dépliant. Maintenant, nous, on le donne à nos syndiqués, bien évidemment, où on le distribue quand c'est possible, à des gens qui cherchent des informations sur leurs droits. Mais non, c'est certainement pas l'administration qui va leur donner un dépliant sur leurs droits. Véronique, tout à l'heure, là, on parlait de discrimination. Est-ce que tu as quelque chose à préciser concernant les travailleurs handicapés? Oui, j'ai fait le parallèle tout à l'heure sur la discrimination à l'embauche entre les agents DOM-TOM et les travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés sont nos agents que nous avons cassés suite à des accidents de travail ou des maladies professionnelles et qui doivent être classés ou maintenus dans leur service, mais moyennant des aménagements de poste. Les cadres, de la même façon, sont très peu favorables à leur embauche, parce que, en fait, un agent, on a tellement peu de personnel qu'on attend d'un agent qui travaille à 120%, et quelqu'un qui a vu ses capacités de travail diminuer, ne serait-ce qu'à 80%, on peut pas l'embaucher dans la mesure où ça va manquer de personnel. Donc les cadres sont assez réticents à embaucher du travailleur handicapé pour quasi les mêmes raisons. Surtout quand tu es bien placé pour en parler, puisque tu as fait de l'ergonomie. J'ai fait de l'ergonomie et j'ai reclassé des travailleurs handicapés, puisque j'étais référente handicap, c'était le plus gros du travail, savoir où, parce que l'employeur a une obligation de reclasser les agents. Maintenant, il faut trouver, en fonction de son problème de santé, le bon poste qui lui convient, et le faire accepter par l'encadrement. Donc après, il y a tout un travail sur la fiche de poste, etc. Mais c'est tellement complexe que généralement les cadres préfèrent dire non, il ne correspond pas au service. Voilà. Ce rendez-vous, on va bientôt, on va se retrouver également pour faire des petits points de temps en temps, si tu veux bien, pour les adhérents. Mais on va parler un petit peu des manifestations. Il y a des gens qui disent, des soignants qui disent que je manifeste pas, ça donne rien du tout, voilà, il n'y a pas assez suffisamment de retombées. T'en penses quoi? Et puis est-ce que tu peux nous parler des assignés et des gens qui sont des grévistes, la différence? Alors, dans la fonction publique, on a une obligation de service 24 heures sur 24, etc. Donc, quand on a une grève, un mouvement de grève, c'est aux agents de se déclarer grévistes. Maintenant, avec cette obligation de service 24-24, la direction est obligée d'assigner les agents. Ça veut dire qu'ils feront leur travail comme d'habitude. Et du coup, ça veut dire qu'ils auront le salaire d'habitude. Ok? Donc ça, et c'est pour le service minimum. Donc, et on ne fait pas le minimum de travail, hein. On fait le travail d'habitude, mais ça s'appelle le service minimum. Donc les agents sont payés exactement de la même façon et sont présents à leur poste de travail. Maintenant, un gréviste qui n'est pas assigné, parce que à supposer que ça arrive, qu'il y ait un sureffectif ce jour-là, ce qui doit être quand même assez extraordinaire, parce que ça n'arrive plus jamais, ou parce qu'il n'est pas assigné, parce qu'il est dans un métier qui ne, je vais dire, secrétaire médical, qui, en principe, le service minimum, c'est comme un week-end. Donc, la secrétaire médicale n'est pas présente le week-end. Donc, si elle fait une journée de grève entière, elle aura une journée de salaire en moins, bien évidemment. Maintenant, si elle fait une heure de grève, absente de son poste de travail, cette heure-là, elle n'aura qu'une retenue d'une heure de grève. Et si elle fait grève 5 minutes,
Ça, c'est la loi, hein, c'est pas mon invention. Si elle fait grève 5 minutes, elle aura 5 minutes de retraite salaire. Donc, et ça, c'est important de dire de se déclarer gréviste, même si on est assigné, ou même si on se déclare gréviste non assigné 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, parce que tous ces chiffres-là montrent que les gens ne sont pas satisfaits et qu'ils protestent. C'est une forme de protestation. Ça, simplement le fait de se déclarer gréviste, et ces chiffres montent au ministère, et c'est tout ce ils connaissent que les chiffres, donc il faut absolument faire remonter un maximum de chiffres de grévistes. Maintenant, dire que les manifestations ça sert à rien, eh ben je suis pas du tout d'accord, parce que à l'origine les 183 € qu'on a obtenus du Ségur, on devait toucher 90 € en octobre, et puis encore 90 €, 93 € en mars. C'est ce que le ministère avait prévu. Grâce à la manifestation du mois de novembre, ils ont tout avancé en décembre. Au lieu de toucher en mars, ils ont touché le reliquat dès décembre. Donc, mais bon, c'était symbolique, ça coûtait pas très très cher. Maintenant, si on avait, comme dans le temps, des manifestations importantes, je pense qu'on aurait davantage, on obtiendrait bien davantage. Et de dire que les manifestations, ça sert à rien, non, c'est des choses qui sont très regardées par les gouvernements, très regardées par les ministères, et bien sûr que ça sert. Mais alors manifester à 10, c'est sûr que ça sert à rien, versus manifester à 100 000. Voilà. Moi, j'ai connu des manifestations de soignants où il y avait 300 000 soignants à Paris. Donc, et c'est les moments où on a obtenu beaucoup de choses. La NBI, on a obtenu des augmentations de salaire pour toutes les catégories infirmières, parce que là, c'était surtout des manifestations infirmières, très peu d'aides-soignants. Bon, maintenant, il serait bon que les aides-soignants se bougent, et se bougent beaucoup, parce que là, on leur promet de passer en catégorie B dès le mois d'octobre. Bon, bah c'est bien, catégorie B. Ça va faire en vrai combien de points d'augmentation? Donc voilà, s'ils sont nombreux dans la rue, je pense que le nombre de points qu'on leur accordera en passage en catégorie B sera supérieur à 3 points. Mais là, je pense qu'ils vont donner que 3 points. Ce qui représentera un peu moins de 20 € en tout cas. Et on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Il y a quelque chose qui ça me revient concernant les Osiris. Est-ce que les Osiris, ça marche? Parce qu'il y a aussi des soignants qui disent qu'on a beau faire des déclarations d'Osiris, on ne voit pas les résultats. Est-ce qu'ils tiennent compte Oui, alors l'Osiris, c'est quand même la déclaration d'un événement indésirable. On incite tout le monde à déclarer un événement indésirable. Ça veut dire, ça peut être un manque de personnel, qui est un événement indésirable, et je voudrais rappeler que c'est le devoir du fonctionnaire d'alerter sa hiérarchie sur le fait que la mission qu'on lui a confiée, il ne peut pas la remplir parce que là où elle devait être 2 infirmières, elles sont plus qu'une, et qu'elle va avoir des difficultés. Mais c'est son devoir que de prévenir sa hiérarchie, et de la prévenir par écrit, parce que par téléphone, on pourra toujours dire que oh bah j'étais pas prévenu. Donc et les Osiris après, ils sont lus bien évidemment. Et si on a les mêmes Osiris récurrents à chaque fois, alors ils sont lus, il y a des réponses parfois. Pas toujours, surtout sur le manque de personnel. Si c'est une absence inopinée, effectivement, on va quand même pas trouver quelqu'un. Mais celui qui reste, si la hiérarchie est prévenue, et s'il fait une faute professionnelle, il sera couvert. Parce que ça sera la faute de l'administration. S'il avait 24 malades, on ne doit en avoir que 12. Donc c'est important de tout déclarer. Et vos cadres n'ont pas le droit de vous interdire de faire un Osiris. Voilà, l'hôpital, est-ce qu'on peut... Enfin, il y a des gens qui s'expriment en disant ce jeu de mots. Est-ce que l'hôpital est sous perfusion? Sous perfusion, il est même sous cocktail lithique en ce moment. L'hôpital public, on a perdu un nombre considérable de lits. On ferme encore aujourd'hui des services de soins, des services d'urgence, des services de chirurgie partout en France. On en ferme à la paix. Il y a l'hôpital Adélaïde Hauteval qui va être fermé là au mois de novembre. L'Hôtel Dieu est en passe d'être fermé. D'autres établissements sont quasiment plus que sous perfusion, sous transfusion, vont être fermés
partout en France des services fermes, des établissements fermes. L'hôpital public, on n'en veut pas, mais on n'en veut pas pourquoi? Pas parce que c'est pas bien, parce que on veut refiler toute... le marché de la santé, c'est un marché extrêmement juteux. On le voit bien aux États-Unis, et on commence à passer sur un modèle américain en mettant de l'argent, en essayant de... Vous savez que il y a déjà un moment maintenant, il y a à peu près 7-8 ans, j'étais à une réunion de cadres et le directeur nous a parlé, en parlant des malades, nous a parlé de parts de marché. Voilà. On avait pris des parts de marché à l'hôpital privé d'à côté. Ouais, voilà. On a tout dit quand on a dit ça. Je veux dire que c'est un marché juteux. On ferme l'hôpital public, on le rend malade, on dit, ça permet de dire que c'est ingérable, et le privé fait tellement mieux, sauf que le privé, faut la carte bleue. Il y a des dépassements d'honoraires dans toutes les spécialités. C'est plus des patients, c'est des clients. C'est des clients. Oui. On choisit, parce qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de service public. Donc on choisit sa clientèle, on choisit ses pathologies, et puis ceux qui peuvent payer des compléments d'honoraires. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que on s'engage à faire de temps en temps des petits rendez-vous comme ça pour parler par point de la CGT, de l'actualité, comme ça? Oui, bien sûr, oui, volontiers. On peut prendre rendez-vous pour parler, faire des points d'actualité sur... je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup des points d'actualité, parce que le Covid n'est pas fini. Les vacances sont pas encore commencées, et on va voir la catastrophe que ça va faire. Les gens vont quitter les établissements pour faire d'autres métiers parce qu'un peu dégoûté. Oui, il y aura beaucoup de points d'actualité qu'on pourra revoir ensemble. Véronique, maintenant on va parler des 80%. Qu'est-ce que c'est que les 80%? Et puis, une CAD a-t-elle le droit de refuser un 80%? Alors oui, il y a des 80% qui sont de droit quand on a un enfant de moins de 3 ans. On ne peut pas refuser, ou quand on a un conjoint ou un enfant handicapé, plus évidemment avec un âge supérieur à 3 ans. Maintenant, obtenir un 80%, il faut l'accord de l'encadrement. Donc c'est donné on le demande pour 6 mois ou pour 1 an. Donc 80%, il faut savoir qu'on est payé à 86% en fait. Donc on a une perte de salaire que de 14%. Mais après les 3 ans de l'enfant, c'est soumis à autorisation du cadre. Mais en concernant les 80%, il y a des cadres qui disent qu'on privilégie beaucoup plus les gens de jour, les 80%, que les gens de nuit. Oui. C'est l'effet masse du nombre d'agents. Parce que si vous avez 5 agents à 80%, en gros, vous pouvez remplacer par 1 agent. De nuit, les équipes étant plus petites, c'est difficile de compenser, ou alors par l'équipe de suppléance, mais c'est difficile de compenser l'absence, les 20% d'absence. En dehors des 80%, il y a aussi 50% aussi. Ah oui, oui, on a toutes les formes de travail. Dans présence au travail, d'ailleurs, tout est calculé. Les agents Gestime calculent ça très très bien. Donc, et votre salaire et le temps de travail, puisqu'il faut savoir aussi que le nombre de CA est au prorata de son temps de travail. Je te réserve le mot de la fin pour les adhérents, les camarades comme on dit. Pour les camarades, venez souvent, venez boire un café. C'est important de se syndiquer ? C'est important de se syndiquer, bien évidemment que c'est important de se syndiquer. C'est le seul endroit où les salariés vont pouvoir trouver des informations sur leurs droits, qu'ils méconnaissent. Ils se font rouler dans la farine par leur cadre. Donc on refait un peu de pédagogie ici avant toute chose. Voilà. Donc c'est important qu'ils viennent. Voilà. Il y a Véronique, et il y a aussi Angélique avec toi. Oui, et qui est permanente et ma secrétaire adjointe depuis 2 ans maintenant. On a eu un peu de mal à libérer au départ, voilà, parce qu'elle était infirmière en service de soins et maintenant, elle va bientôt reprendre le flambeau parce que d'ici 1 an et demi, je serai en retraite et je compte sur elle pour reprendre les choses et continuer dans la même veine.
Voilà, la CGT, bien évidemment. Alors, le mot de la fin, c'est venez à la CGT. Et puis, si vous avez des renseignements, vous voulez savoir quelque chose, il y a Véronique et Angélique pour vous. Venez à la CGT parce que c'est le seul syndicat qui défend les intérêts des agents. Merci beaucoup. Merci.